on commence par l'histoire, est-ce que les évolutions historiques des rites et des obédiences maçonniques se sont-ils divisées sur des différences de concepts concernant la transcendance? Je pense que la transcendance peut générer des différences, mais ce qui génère surtout des différences, c'est l'acceptation d'un concept de transcendance ou le refus de la transcendance. Et les obédiences maçonniques se sont divisées de façon très importante sur ce concept, alors même qu'il existe une conception d'une transcendance qui est une conception purement laïque. Mais le refus de toute transcendance, à mon sens, implique une négation complète de ce qu'on pourrait appeler l'idée maçonnique ou l'idéal maçonnique. Il y a trois grades principaux, apprenti, compagnon, maître, et puis dans l'histoire apparaissent des hauts grades. La question qu'on peut se poser, c'est globalement, la maçonnerie, est-ce qu'elle est démocratique ou elle est aristocratique? La franc-maçonnerie mondiale, et donc la France ne peut pas échapper à cette règle, ne connaît que trois degrés. Premier, apprenti, second, compagnon, et troisième degré, maître. Il n'y a pas de degré supérieur dans la maçonnerie. Il y a des degrés de perfection que les anglo-saxons appellent des side degrees, ce qui correspond tout à fait à l'idée de la maçonnerie, et à telle enseigne que mais peu de Français connaissent la maçonnerie anglo-saxonne. Dans la maçonnerie du rite émulation, par exemple, ou de York, la maçonnerie de l'Arche royale, que l'on pourrait considérer comme une maçonnerie supérieure, n'est pas supérieure. Elle est incluse dans le troisième degré. Typiquement, c'est including the Royal Arch. Elle est incluse. C'est-à-dire que le degré supérieur est dans le troisième degré. Et ça, c'est un problème qui est spécifique à la France et au monde continental. Les deux grandes obédiences qui ont émergé au XVIIIe siècle en France ont créé des rites dits supérieurs, un travers que je qualifierais de typiquement français, au lieu de créer des rites à côté. Et la Grande Loge de France a créé le rite écossais ancien accepté, et le Grand Orient, qui travaillait plutôt au rite français, a créé les ordres de sagesse du rite français. Le problème, c'est que ce ne sont que des degrés de perfection ou de perfectionnement. Ce ne sont pas des degrés supérieurs. Et je pense qu'il faut bien comprendre ça. Ben oui, parce que si on dit degré supérieur, ça supposerait qu'il y aurait des degrés inférieurs, ce qui n'est pas sympa. Non, c'est pas sympathique du tout et ça ne correspond pas à la réalité. Le grade de OK. maître maçon comprend la totalité de l'initiation maçonnique. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue longtemps avec Jean Verdun et je pense que je ne partageais pas son opinion et je pense qu'à la réflexion, c'est lui qui avait raison. La maçonnerie, c'est 3 degrés. Le reste, c'est du perfectionnement intéressant, intellectuel, métaphysique, tout ce qu'on veut, mais ça n'est que du perfectionnement. Nous arrivons à la situation actuelle. Pour quand la fin des guerres de religion interobédience? Il y a approximativement une centaine d'obédiences actuellement, et on pourrait dire qu'il y a au moins 200 structures paramaçonniques. Nous ne sommes pas loin du record italien, ce qui n'est pas très sympathique pour nous, et qui n'est pas sympathique non plus pour nos frères italiens. Dans le monde Alors, entier, il y a une obédience par pays. Aux États-Unis, il y a deux obédiences, une obédience mainstream et une obédience qu'on qualifierait de noire, entre guillemets, mais ça ne va jamais beaucoup plus loin. problème de la régularité, et dans votre ouvrage, on oppose régularité et reconnaissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, je pense que la régularité, c'est tout simplement le fait que une obédience ou une structure se dote d'une règle, et si elle respecte sa règle, elle vit dans la régularité qui est la sienne. Toutes les obédiences, si elles se veulent un tant soit peu initiatiques, s'inspirent globalement des règles monastiques du Moyen Âge, Saint Basile, Saint Benoît, etc. On a une différence un peu sensible, c'est que nous essayons de modifier nos règlements généraux tous les ans, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Il serait plus intéressant de respecter la règle. Et la règle, c'est la vie de l'esprit, la vie de l'idée maçonnique. Et la reconnaissance, c'est quelque chose de tout à fait différent. La reconnaissance, c'est de reconnaître telle ou telle structure comme une structure maçonnique. Ça relève des structures administratives. La reconnaissance entre frères est quelque chose de différent de la reconnaissance entre structures. On peut très bien reconnaître comme frère ou comme sœur, un frère ou une sœur d'une obédience que sa propre structure ne reconnaît pas. Entre la reconnaissance personnelle de la qualité maçonnique
et la reconnaissance d'une structure administrative par une autre structure administrative, il y a quand même un monde. Alors, que penser de la mixité par rapport aux visites interobédience? C'est un faux problème. Il y a deux notions différentes, la notion de mixité et la notion d'intervisite. La notion de mixité, ça consiste à ce que hommes ou femmes profanes peuvent être initiés dans la même structure. C'est le cas très précisément de la Fédération française du droit humain, et c'est le cas depuis une dizaine d'années du Grand Orient de France, qui est devenu mixte pour une grande partie de ses loges. Donc la mixité, ça consiste à suivre une démarche initiatique en commun, hommes et femmes, puis apprentis, apprentis ES, compagnons, compagnonnes, etc. La visite, l'intervisite, c'est quelque chose de différent. C'est de permettre aux membres d'une obédience avec lequel vous avez des relations de venir ou de ne pas venir. Je pense que là, ça doit être de la liberté de la loge et des frères et des sœurs des différentes loges de venir travailler en commun sur des sujets qui, à mon sens, ne doivent pas être des sujets initiatiques. Je m'explique. Je pense que l'initiation, je suis assez viscéralement attaché à une initiation purement masculine. De même que des sœurs de la Grande Loge féminine de France sont aussi viscéralement attachées au caractère exclusivement féminin de l'initiation, de même que les sœurs et frères du droit humain sont attachés à une démarche initiatique mixte, avec d'excellentes raisons. Le monogenre, le mixité sont des choses complètement recevables. C'est différent de venir travailler sur un sujet philosophique ou historique. Il est bien évident que sur de tels sujets, où le caractère initiatique est loin d'être prédominant, il est tout à fait possible pour des sœurs et des frères de travailler ensemble. Ça ne change rien au contenu des échanges intellectuels. Sauf peut-être qu'on porte un tablier et des gants ou qu'on n'en porte pas. J'avoue que porter un tablier et des gants ou ne pas en porter, est-ce que ça changerait grand-chose fondamentalement à l'échange intellectuel sur un sujet philosophique, sur un sujet de société, sur un sujet historique? Je ne le pense pas du tout. Moi, c'est ce que personnellement je défendrais et ce que je défends de plus en plus. Par contre, il est bien clair qu'il faut aussi respecter les règlements de sa propre obédience et que si sa propre obédience doit modifier quelque chose, bien sûr, il convient de faire en sorte que les instances législatives de l'obédience se préoccupent de modifier la structuration. Mais j'observe qu'au Grand Orient de France, par exemple, où la mixité est apparue, le Grand Orient de France n'a pas décrété qu'il était mixte. Il a laissé ses loges libres de pratiquer en mixité ou de ne pas pratiquer. Et je connais des loges du Grand Orient de France qui n'initient pas de femmes et qui ne pratiquent pas la réception des sœurs, très clairement. Approchant du diagnostic actuel, en dehors du Covid, pourquoi y a-t-il tant de démissions en maçonnerie en France? Est-ce que c'est parce que le recrutement n'est plus une cooptation, mais devient de plus en plus un recrutement Internet? Est-ce que c'est parce qu'on a cessé d'agir dans la cité? Est-ce est-ce que c'est parce que la maçonnerie française aurait abandonné la solidarité anglo-saxonne? C'est beaucoup plus difficile de serrer les candidats par Internet que de les serrer par cooptation. La cooptation demande de multiples rencontres au cours du temps. Coopter quelqu'un en maçonnerie, ça ne se fait pas en 8 jours, ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc il y a une réflexion très positive de celui qui va coopter quelqu'un. On a plus d'erreurs de casting, me semble-t-il, par la cooptation Internet. Le deuxième point, mais c'est aussi l'un des sujets du livre, et c'est l'un des sujets du livre qui va suivre, c'est à quoi sert la maçonnerie? Et on prévoit, on promet aux impétrants de découvrir des secrets initiatiques, des mystères, les mystères et privilèges de la franc-maçonnerie, comme on dit dans nos rituels. Tout ça, c'est un peu du vent. On leur propose quelque chose. Ou, pour certains, on leur propose une action dans la société. Or, il se trouve que la démarche spirituelle n'est pas forcément au rendez-vous dans nos loges, que la démarche d'action dans la société, dans les loges d'autres obédiences que la Grande Loge de France, n'est plus non plus au rendez-vous de la société, tout simplement parce que la maçonnerie n'agit plus réellement dans la société. Alors, le diagnostic le plus répandu, du moins dans l'obédience que je connais le mieux, qui est la Grande Loge de France,
Il y a deux diagnostics. Le premier, c'est que, en fait, les maîtres ne travaillent pas suffisamment, et ce diagnostic-là, je le partage. On fait travailler les apprentis et les compagnons dans nos loges et très peu les maîtres. Or, dans un chantier de constructeurs de cathédrales, de constructeurs tout simples, ce sont les maîtres qui travaillent, qui tracent les plans et qui enseignent aux apprentis et aux compagnons. Faire travailler les apprentis et les compagnons avec des maîtres qui sont somnolents sur la colonne, au bout du compte, ça n'interroge plus tellement les maîtres et après quelques années, ils se lassent. Le deuxième diagnostic que l'on, et c'est ce qui est en cours actuellement, c'est de se dire que la maçonnerie étant en 33 degrés, ou en 5 ordres de sagesse pour le rite français, il faut faire monter dans les degrés supérieurs le plus rapidement possible les jeunes maîtres pour qu'ils s'intéressent à autre chose. Quand on fait ce diagnostic-là, ça veut dire qu'on admet que les maîtres, quand ils sont maîtres, n'ont pas suffisamment d'intérêt dans leur loge symbolique ou leur loge bleue, et qu'il faut donc leur proposer autre chose qui serait des degrés supérieurs. Et la théorie, c'est de se dire, je l'ai entendu tout à fait récemment, c'est contre l'élitisme maçonnique, au bout de 2 ans de maîtrise, il faut proposer au maître de devenir maître secret, 2 ans plus tard devenir grand maître architecte, et puis en 10 ans devenir chevalier kadosh. Tout ça me semble un peu dérisoire. Il faudrait beaucoup mieux que les maîtres travaillent dans leur loge, et qu'après, au bout de 4, 5, 6 ans, s'ils en ont envie, si quelque chose leur dit, qu'ils passent aux ateliers supérieurs. Mais je pense que c'est dans la loge que les choses se passent, et que c'est dans le travail des maîtres que l'on peut intéresser les frères maîtres. Si on devait, dans les différentes obédiences maçonniques françaises, choisir une direction d'avenir, est-ce qu'il faudrait plutôt travailler sur constituer des laboratoires d'idées ou constituer et renforcer une démarche initiatique? Si la maçonnerie se coupe de l'appréhension des sciences de son temps, et si elle se coupe de la réflexion éthique, qui est à mon sens la seule réflexion initiatique possible, si elle se coupe de ça, elle travaille dans le vide. Par contre, si la maçonnerie initiatique se préoccupe des sciences de son temps et de l'éthique de son temps, alors elle est à même de pouvoir réfléchir sur les problèmes de société à partir de ce qu'elle aura réfléchi dans ses loges sur le plan éthique. La maçonnerie, à mon sens, elle doit au moins avoir une boussole. Elle doit au moins être une boussole pour la société qui indique un cap possible. Après, on est libre ou non de choisir le cap. Je pense qu'en plus de la boussole qui me semble fondamentale, c'est un laboratoire d'idées, la maçonnerie doit également se préoccuper d'indiquer une direction. La boussole indique le nord, mais on peut très bien choisir d'aller dans telle ou telle direction. Il me semble qu'il faut que nos obédiences, toutes confondues, se préoccupent au moins d'indiquer où est le nord et le sud, c'est-à-dire d'être la boussole, mais qu'en plus, et à mon sens, elles se préoccupent d'indiquer le sens de l'action maçonnique, le sens de l'initiation maçonnique, et ce vers quoi toutes les obédiences doivent tendre. Qu'est-ce que proposait Ramsay? Une république universelle. Vous avez déjà un schéma possible de réflexion. Et il y en a bien d'autres. Je pense que le discours de Ramsay est un discours fondamental pour la maçonnerie que je qualifie de continentale, qui ne doit pas oublier se mettre en opposition avec la maçonnerie anglo-saxonne, qui est une maçonnerie de solidarité. Je pense qu'une maçonnerie qui se comprend parfaitement et qui agit dans la société doit d'abord être une maçonnerie de solidarité et ensuite une maçonnerie de réflexion et d'orientation.